suivant la carte principale, la dernière là que je vous ai mis, ça vous donne un petit peu, le trajet et cetera. Heu, Situé bien Antioche, hein, vous voyez Antioche, c'est, sur la côte, nord de la Syrie, en face de Chypre, hein, et vous voyez en dessous, il y a marqué Saint-Siméon. Ça a aussi son importance, Saint-Siméon. Bon, bah, si tout le monde est prêt, on va commencer. Je sais pas combien on est là, si on en attend d'autres. Allez, on attend à 35 piles. Si vous avez des questions, mettez-les au tableau et heu et puis voilà, hein. Alors, s'il y a des problèmes de connexion, vous me le dites et cetera et cetera. Alors, pour ceux qui ont vu, la, la vidéo que j'ai fait qui s'appelle «Le jeu de la guerre», sur la bataille de Dorilé, les événements dont je vais parler se passent après la bataille de Dorilé et je ferai une vidéo illustrée donc avec, des figurines et cetera pour, pour le siège d'Antioche. Le siège d'Antioche, c'est un point tournant, hein. En fait, si on observe tous les personnages qui existent, comme Godefroy de Bouillon, Baudouin, et cetera, pour cette première croisade, bon, on retient souvent Godefroy de Bouillon, hein, c'était un chevalier, extrêmement vertueux, et cetera. Mais le siège d'Antioche, c'est c'est pas l'heure de Godefroy, en fait. C'est l'heure de Bohémond de Tarente. Heu, il était donc le fils de Robert Guiscard, qui a conquis, le sud de l'Italie sur les Byzantins, heu, quelques dizaines d'années avant, et le nom de baptême de Bohémond, c'était Marc. Ah, il s'appelait pas Bohémond. Bohémond, en fait, ça vient d'une légende qui se disait à la cour de Robert Guiscard, et il est dit par les chroniqueurs que Marc, donc le fils de Robert Guiscard, c'était déjà un beau bébé. C'était, et l'histoire qui se disait par les troubadours, c'était l'histoire du géant Bohémond, etc. Enfin, c'est une légende. Et le surnom plut tellement à Robert Guiscard que c'est resté, en fait. Donc Marc s'est appelé Bohémond. Bon, bien sûr, de Tarente, hein, plus tard. Et Bohémond d'Antioche encore plus tard, puisqu'il sera à la tête de la principauté d'Antioche. Mm. Et quand Robert Guiscard va mourir, il est en pleine campagne contre les Byzantins, hein. Les Normands d'Italie, ou Normands de Sicile, on les appelle souvent les Siculo-Normands. Ils ont vraiment embêté les Byzantins. Et si vous avez bien suivi les événements, euh, en fait, Bohémond de Tarente est en train d'assiéger une ville, euh, avec son oncle, celui qui deviendra Robert de Sicile, lorsqu'il lui vient la nouvelle de la croisade, et on dit que le matin suivant, en fait, il est sorti de sa tente, il avait découpé dans sa plus belle cape une croix, elle était sur son aubert, et il a rassemblé ses hommes, et il est parti faire les préparatifs à la croisade, laissant Robert, en fait, comme deux ronds de flanc. Et, et voilà, c'est fini le siège, merci, je m'en vais. Bon. Le personnage principal du siège d'Antioche, c'est Bohémond, mais c'est aussi Antioche. Et oui. Pour mémoire, Antioche a été établi en 300 avant Jésus-Christ par un des généraux d'Alexandre le Grand, Séleucus Nicator Ier, qui est le fondateur de l'Empire séleucide.
Antioche sera le centre du royaume séleucide jusqu'à son annexion par Rome en 64 avant Jésus-Christ, où elle deviendra la capitale de la province romaine de Syrie, hein. Et c'est une ville qui est un acteur du commerce local, voire même international, euh, de premier plan. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'Empire romain, c'est la troisième plus grande ville de l'Empire, Antioche. Plus tard, elle va devenir en fait forcément une des parties de l'Empire romain d'Orient, hein, l'Empire byzantin. Et c'est sous l'Empire byzantin qu'elle va acquérir les célèbres murs d'Antioche. Alors, je vais en parler un peu plus tard. C'est Justinien en fait premier qui va la doter de formidables fortifications pour se défendre contre les Sassanides au VIe siècle. Et c'est une ville qui, jusqu'à la première croisade, alors je vais pas vous retracer toute l'histoire d'Antioche, mais euh, c'est une ville qui, jusqu'à la première croisade, est en première ligne de toutes les guerres, les batailles. Enfin, ça. Et vous le comprenez assez aisément si vous regardez la carte. Alors, si on pouvait regarder une carte un peu plus locale, vous verriez que euh, près d'Antioche coule l'Oronte, parce que ça s'appelle Antioche sur l'Oronte. Et à côté d'Antioche, au nord, il y a le lac d'Antioche. Et un peu au sud-est, sud-ouest, pardon, il y a en fait la côte, avec le port de Saint-Siméon, etc. Donc c'est également une ville qui est à flanc de montagne, enfin à flanc de très gros coteaux, on va dire. Le paysage en fait est très difficile, hein. Euh, la cité en fait en elle-même, elle couvre une étendue de 9 km². La muraille qui ceint cet espace est flanquée de 400 tours. Alors je vous ai mis dans les notes là, vous pouvez voir des représentations. Alors la représentation où on voit les murs qui montent là sur la colline, enfin sur cette petite montagne, hein, c'est pas non plus un truc de fou. Je crois que ça, le mont Silpius, qui est le plus haut en fait, euh, trône à 300 mètres au-dessus de la vallée de l'Oronte. Enfin, ça commence à faire, hein. Et si vous voulez, la ville, elle part enfin, au plus haut sur le mont Silpius, il y a une citadelle. Ensuite descendent les murs, et 400 tours, hein, donc, avec des portes, jusqu'à jusqu'au fleuve Oronte. Euh, alors j'avais une représentation qui était assez intéressante, parce que je pense pas qu'on... Est-ce que sur la carte que je vous ai montrée, on voit ce que je veux? Euh, Oui, on voit donc que une partie du fleuve Oronte baigne les murs, hein, au niveau de la porte qui est marquée en allemand la Burg Raimunds, parce qu'en fait pendant le siège c'est là que les forces de Raymond de Saint-Gilles vont stationner. Euh, voilà. Donc en fait, euh, elle n'a jamais, jusqu'à ce que les croisés arrivent, elle n'a jamais été conquise. Euh, il n'y a jamais eu en fait quelqu'un qui ait pu mettre en défaut, pas conquise, je veux dire par la force militaire. Euh, il y a toujours eu en fait une trahison. En fait, ce que nous disent les chroniqueurs, c'est que c'est l'inaccessibilité en fait d'Antioche qui était sa meilleure défense. Je sais pas si vous imaginez ce machin, là. Ça monte sur une montagne, ça redescend sur le fleuve. D'un côté il y a des marais, de l'autre côté il y a le fleuve. Enfin bon, c'est euh, c'est très très bien placé. Et lorsque les croisés arrivent en vue de... Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que c'est très grand, donc les croisés n'arriveront jamais à établir un siège hermétique, hein, parce que ce qui fait qu'un siège est effectif,
c'est son herméticité, hein. Est-ce que vous avez réussi à bloquer tout le monde là-dedans pour que tout le monde crève gentiment de faim? Ça, c'est le mieux. Ça évite tout un tas de pertes. Mm. Ça évite également de casser trop de murs, trop de bâtiments. Donc, l'idéal, c'est bien sûr de pousser les gens à la reddition. Et la cité, selon certaines estimations, comptait environ 40 000 âmes. Euh, et une partie de la vie était chrétienne arménienne. Hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans ce secteur-là, lorsque nos croisés, en fait, vont traverser le Bosphore, vont faire la première bataille, ça va être le siège de Nicée, qui est bien, bien plus petit. Ensuite, il y aura cette embuscade à Dorilé. Et de Dorilé à Antioche, les forces croisées donc, vont se séparer parce qu'en fait, les Seldjoukides pratiquent la terre brûlée, les harcèlent. Mais il y a toujours cette rumeur comme quoi une grosse armée turque est sur le point de leur tomber sur le rable. Mais non. Un petit peu avant Antioche, à Héraclée, qui sera le théâtre d'une bataille bien plus tard, euh, à Héraclée, il y a une sorte de petite embuscade, mais à la suite d'Héraclée, en fait, vous avez deux héros de la croisade. Le sieur Tancrède de Hauteville, hein, qui est a priori, selon les chroniques, le petit-fils, le neveu, pardon, de Bohémond, et Baudouin de Boulogne, qui est le frère de Godefroy de Bouillon, et qui sera le futur Baudouin Ier le premier roi de Jérusalem. Ces deux-là, en fait, se disent non, mais on va, on va faire des trucs dans notre coin. Bon, ils partent avec une partie de leurs hommes et ils se dirigent au sud-est à travers un territoire que l'on appelle la Cilicie, hein, qui est une ancienne satrapie de l'Empire séleucide. Et donc Tancred emporte avec eux un groupe de Normands et Baudouin des Lotharingiens, hein, puisque c'est comme ça qu'on les appelait. Hein. Tous ces gens, on les appelait les Francs, en termes général. Et on comprend déjà en fait que la politique est bien présente hein, dans toutes ces affaires de croisade. Parce qu'en fait, le départ de Tancred avait pour but de prendre des terres. Et Baudouin, lui, accompagne Tancred, non pas parce qu'ils sont copains, mais parce qu'il veut faire en sorte que Tancred ne prenne pas trop de terres. C'est une manière de contrecarrer l'expansion en fait des Normands. Et d'ailleurs, en fait, Baudouin se portera devant les murs d'Édesse, et je vous parlerai peut-être un jour prochain en fait d'Édesse, qui est une sacrée affaire, et je pense qu'on reviendra également sur la future principauté d'Antioche, qui est une sacrée aventure également. Et en fait, Tancred et Baudouin, ils vont se quereller devant Tars. Ils avaient établi le siège devant une ville qui s'appelait Tars, et ça va pas le faire. Ils vont, s- ils- En fait, un peu quelques temps plus tard, toujours selon les chroniqueurs, hein, Tancred et Baudouin en fait se livrent bataille. Ah, ils se tapent dessus à la bataille de Mamistra, où les Normands d'ailleurs sont défaits. Et Tancred part continuer ses aventures. Il est en train en quelque sorte, préfigurer euh, les territoires qui seront plus tard la principauté d'Antioche. Alors, revenons en fait au corps de bataille principal. On laisse ces deux-là à leurs aventures et on ira un peu plus tard les récupérer dans une autre présentation. Euh, Bohémond de Tarente, il a dans l'armée un grand rival. C'est Raymond de Saint-Gilles. Ils sont vraiment pas copains. Et tous les deux, en fait, ils ont envie de récupérer Antioche, tous les deux. Mais n'oubliez pas, en fait, que tous ces croisés, en principe,
ont fait un serment qui est de lorsqu'ils libèrent des territoires, anciennement byzantins, ils sont censés les restituer à Alexis Comnène. Mais si vous vous souvenez un peu, Raymond de Saint-Gilles, il n'était pas tout à fait d'accord pour, rendre l'hommage lige à Alexis et Bohémond, on sait toujours il a son propre agenda. Il y a eu de nombreuses spéculations d'historiens sur, est-ce que Bohémond avait déjà en tête de se tailler des fiefs, en partant à la croisade? Est-ce que c'est pour ça qu'il s'est précipité là-bas? Est-ce que son apparente docilité vis-à-vis d'Alexis Comnène n'était pas là aussi, l'œuvre d'un fin politicien? C'est quand même, sujet à spéculation depuis longtemps. En fonction des chroniqueurs, en plus, bon, vous avez, parce qu'il y a, de tête, je pense, il y a à peu près 14 chroniques différentes, sachant que les chroniques, par contre, les plus contemporaines sont assez peu nombreuses et il y a pas mal de chroniques qui ont été écrites, environ 50 voire 100 ans plus tard et notamment une qui est souvent reprise, qui est la chronique, d'Anne Comnène, qui s'appelle l'Alexiade, je me rappelle bien, qui, qui bien sûr, dépeint, Bohémond de Tarente comme étant, un pirate, pirate normand. Hem, En fait, ce qui se passe, c'est que l'host de la croisade, hein, donc ils sont en train de transiter, j'espère que c'est pas trop confus dans votre tête, mais ils transitent, après la bataille de Dorilé. Ils vont transiter à travers, des paysages, c'est pas le désert, hein, ça faut bien comprendre, hein, c'est une espèce de lande, hein, assez, râpée, hein, il y a pas de forêt ni rien et plutôt désolé, hein, puisque les Turcs ont tout cramé devant eux et alors qu'ils se trouvent pas très loin, d'Antioche, dans une ville qui s'appelle Jiangsu, hem, comment s'appelle? Raymond de Saint-Gilles entend dire que, il y a une rumeur, vous allez voir qu'il y a des rumeurs, il y en a souvent. Il entend dire que la garnison d'Antioche, est partie d'Antioche. Donc du coup, en fait, heu, il quitte le corps de bataille principal, se porte en avant pour, pour essayer de prendre directement la ville. Mais ce faisant, il l'aurait récupérée pour lui. Enfin, approchant la ville, il s'aperçoit que tout cela est totalement infondé et en fait, bon, bah, il établit son camp. Heu, il y a un petit épisode qui se passe avant, il faut bien comprendre, à quoi ressemble la guerre médiévale. Avant de se porter sur une place forte de cette ampleur, il faut bien comprendre que, il y a des points forts un petit peu tout autour, hein, c'est pas le grand désert. Il y a, 2 places fortes, au nord d'Antioche. Une qu'on appelle le pont de fer ou le pont du fer. En fait, on a l'impression en entendant ça que ça s'appelle le pont de fer, parce que c'est un pont en fer. C'est pas du tout ça. Il y a en fait, au sud du lac d'Antioche, sur l'Oronte, un pont. Ce pont, selon toute vraisemblance, c'était un pont fortifié et les Francs n'appelaient pas l'Oronte l'Oronte, ils l'appelaient le fer, F-E-R. Donc c'est le pont sur le fer. C'est un point stratégique. Le 20 octobre 1097, les premiers contingents de la- de la- de l'armée des croisés euh, arrivent sur ce point défensif et le prennent. Ils vont prendre aussi une autre forteresse. Alors, c'est la forteresse de Armide, si je me rappelle bien, ouais, c'est ça, qui est un peu plus loin aussi sur la route d'Antioche. Il faut aussi comprendre que Antioche et Alep ne sont pas loin l'une de l'autre. Vous allez voir que ça va avoir sa petite importance. Et donc ce fameux pont sur le fer est un point névralgique sur la route qui relie Antioche à Alep. Euh, Lorsqu'ils réussissent, parce qu'en fait, oui, ce fameux pont,
il est dit par les chroniqueurs qu'il était défendu par deux puissantes tours qui pouvaient accueillir chacune une centaine de défenseurs. Je sais pas si vous voyez le machin. Cela dit, alors est-ce que c'est exagéré, pas exagéré, ça j'en sais rien, mais ça ne m'étonnerait que peu, puisqu'il ne faut pas oublier que la plupart des ouvrages défensifs de ces régions-là ont été construits par les Byzantins. Les Byzantins qui sont donc les héritiers quand même du génie militaire romain. Donc moi je serais pas étonné que ces ouvrages soient formidables. Et lorsqu'ils vont remporter la bataille sur le fer, hein, le 20 octobre 1097, les autres croisés vont poser leur camp, se reposer, mais Bohémond, lui, hein, il fait un peu comme a fait Raymond plus tôt. Il récupère 4000 de ses hommes et fonce directement devant Antioche. Alors, j'ai une. la- pour que vous puissiez, je cherchais une description, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce à quoi ça ressemble les murs d'Antioche, vous avez la gravure là, qui date du 18e que je vous ai postée. Un peu plus haut, vous avez un truc qui s'appelle figure 48, qui serait une coupe. Toujours, c'est un relevé en fait c'est des documents que j'ai trouvés qui auraient été relevés aux alentours du 18e siècle. Les tours, pour vous donner une idée quand même, faisaient pour certaines, ils nous disent 3 étages. Donc, le chiffre qu'on a, en fait, c'est 18 mètres de haut. Alors, imaginez, une tour de 18 mètres, c'est considérable. Quand vous considérez un ouvrage défensif, euh, moi je sais que en faisant de la reconstitution médiévale, il m'est arrivé de défendre un mur. Alors on tuait pas les gens en face de nous, hein, c'est certain. Mais c'était pas un mur très haut, hein. Pour vous donner une idée, le mur arrivait à la tête, au haut de la tête d'un homme, tu vois, 1,80 m à peu près. Et moi, j'étais au-dessus, avec une lance. Même ça, c'est compliqué. Alors imaginez des tours de 18 mètres, des murs de 13 mètres, enfin c'est considérable. Certains murs, en plus, on nous dit, euh, ils étaient ce qu'on appelait, enfin, on nous dit que c'était des doubles murs, qui étaient suffisamment épais pour permettre à un chariot de circuler sur le mur. Un chariot, un char de guerre, hein. Donc on peut estimer donc que certains murs devaient faire quelque chose comme 4 mètres d'épaisseur, quoi, à peu près. Ce qui est quand même, vous me l'accorderez, considérable. Alors, si vous vous référez à la carte, donc les murs nord et ouest sont baignés par le Ronte. Au sud et à l'est, vous avez les pentes des montagnes. Et encore au nord, vous avez des étendues de marécages, hein. Donc autant vous dire qu'un siège de cette ampleur, c'est pas exactement un pique-nique, hein. Il y a 5 portes principales qui percent les murs d'Antioche. À l'est, vous avez la porte Saint-Paul. Vous avez la porte du Chien qui s'ouvre directement sur les marais. On a une porte qui s'appelle la porte du Duc, qui était appelée comme ça parce que c'est Godefroy de Bouillon qui avait établi son, son campement. Et vous avez sur la carte, elle s'appelle la Burgue, si c'est bien ça, ouais, qui, elle, s'appelle la porte du pont, tout simplement. Parce qu'il y a un pont directement sur l'Oronte. Et si vous regardez tout en bas, là, il y a une caserne Saint-Georges avec un truc marqué Kloster Castel Burg Tancreds. Donc en fait, ça, c'est des fortifications qui vont être édifiées un peu plus tard par les. Vous savez, quand on fait un siège, on fait des contre-fortifications également. Euh, tous les gens en fait qui font la guerre médiévale à ces époques-là, ils ont tous lu la guerre des Gaules. On a assez peu malheureusement de traités de poliorcétique qui datent de ces périodes-là, mais on estime que tous ces gens-là étaient éduqués à lire les guerres latines. Ils lisaient par exemple Végès.
Et donc là, je vous disais, cette fameuse porte-là, c'est donc la porte Saint-Georges. Elle aura sa petite importance plus tard. Les murs de la cité sont environnés de collines et la citadelle, elle trône sur la plus haute des collines. Il y a une citadelle. Si vous regardez, c'est ce que sur la carte allemande, là, ça s'appelle Castel. Ça c'est ouais, ils sont pas embêtés. Château, Castel. Hem, D'ailleurs, en fait, très, très difficile d'y accéder. Alors déjà, par l'extérieur, c'est pas possible, hein, bien sûr, mais par l'intérieur de la cité même, on ne peut y accéder que par un chemin très étroit. Cette fameuse petite citadelle est bordée, en fait, au nord et à l'est, de précipices. Et si vous regardez un peu aussi, à quoi ressemble, en fait, la cité, vous verrez donc que une grande partie de la cité est occupée, hein, par les, par les collines, hein. Et là, en fait, on y trouve un endroit qui devait vraiment être idyllique, hein, puisque vous aviez des murs, des cultures en terrasse, avec des vergers, des jardins et des bains. Et oui, c'est une cité qui a été occupée par les Romains, donc il y avait des bains. Les bazars de la cité sont très riches, le commerce, comme je vous le disais, il prospère, hein, notamment le commerce de la soie. Et un des chroniqueurs qui s'appelle Raymond des Argiles, ou des Agiles, enfin ça dépend comment on le prononce, nous dit que la cité était si fortifiée, que ses murs et ses tours et ses barbacanes étaient si puissantes qu'elle n'avait pas à craindre les assauts des machines de siège et des hommes, même si l'humanité entière l'avait assailli en même temps. Bon, pour écrire un truc pareil, c'est que ça devait vraiment faire une sacrée impression. Et Étienne de Boulois nous dit qu'ils trouvèrent la cité d'Antioche incroyablement forte et imprenable. En fait, comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a que deux façons de capturer la cité, soit par la famille, soit par le subterfuge, et les croisés vont tenter les deux. Alors, revenons un petit peu sur le déroulement des événements. Euh, Nos croisés, en fait, ont traversé toutes ces étendues qui, qui étaient particulièrement hostiles, puisque bon, plus grand chose à manger. Et lorsque, aux alentours d'octobre 1097, les croisés arrivent en vue d'Antioche, vont passer l'Oronte, etc., ils ont faim. Ils sont déjà pas en super bonne condition. En plus de ça, en principe, ils doivent avoir l'appui euh, de l'armée d'Alexis Comnène, mais ils la voient toujours pas arriver. La, la garnison turque, elle est pas si puissante que ça. Elle est estimée à environ 5000 hommes. Mais enfin, 5000 hommes avec une, une défense aussi formidable, c'est pas mal. Euh, le chef de la garnison, hein, c'est un certain, un nom imprononciable, Gician. Ah, c'est affreux. Attendez. Je- Yagician, voilà. Yagician, euh, il a, il sait que les croisés approchent. Il a commencé à empiler de la nourriture, etc. Il a également demandé à ses voisins d'Alep et de Damas s'ils peuvent pas venir l'aider. Enfin, il faut aussi comprendre que c'est pas, comment dirais-je, c'est pas un territoire homogène tout ça. C'est plein de petites principautés, en gros, quoi, si vous voulez, de cités-États dirigées par des atabègues, etc. Et tous ces gens, en fait, sont en concurrence les uns avec les autres. Il n'y a pas, il y a pas un grand royaume, une grande étendue, avec une armée constituée, etc. Chacun, en fait, se débrouille un petit peu, comme il peut. Et donc, bon,
Il sait pas trop s'il va recevoir des renforts. Et parmi, en fait, les choses, en fait, qui vont aller un petit peu, à l'encontre du siège, il y a, donc, le fait que comme la cité est à flanc de collines et cetera, bah, toute cette partie arrière de la cité d'Antioche, elle est pas hermétique et les, heu, les Turcs arrivent quand même à faire passer à manger et cetera. Très rapidement, en fait, on va avoir, des nouvelles, en fait, que, les, Yaghisian, en fait, s'est réconcilié avec, son vassal, Ridouane d'Alep. Et Ridouane d'Alep, il est en train de lui envoyer, une armée. Heu, Cette armée va arriver par le nord, heu, où se trouve donc le lac d'Antioche et l'Oronte. J'aurais aimé avoir plus de cartes à vous montrer, mais c'est pas si évident que ça, d'en trouver. D'ailleurs, pour la vidéo, c'est carrément Quentin qui risque de me faire une carte pour qu'on puisse, visualiser tout ça. Donc je l'ai pas encore. L'armée, de Ridouane, elle est, heu, elle est constituée de 12 000 hommes et elle est en train de remonter. Elle arrive bien sûr, en vue de la forteresse de Harim. Vous vous souvenez, hein, cette forteresse qui est pas loin du fameux pont de fer. Ils sont environ à 40 kilomètres. Et donc les seigneurs de croisée, se réunissent en conseil et Bohémond propose un plan. Il va en fait rassembler la totalité de la cavalerie de tout le monde, hein, pas que la sienne, ce qui correspond, d'après ce qu'on sait, à environ 700 cavaliers, donc la cavalerie franque. Euh, je ne sais pas si certains ont une idée en fait de ce à quoi ça ressemble, la cavalerie franque, mais c'est particulièrement redoutable un cavalier à cette époque-là. Euh, c'est quelqu'un qui est habillé avec un haubert de maille, hein, donc alors certains appellent ça une cotte de maille, mais c'est pas, le terme est impropre, hein, ça s'appelle un haubert. Ça descend un peu en dessous du genou. C'est de la maille, d'acier. Ça marche très bien. En dessous la maille, vous avez un vêtement matelassé qui est là pour absorber les coups également. Donc on porte pas la maille, enfin les gars en fait portent pas juste une chemise et la maille par-dessus, hein, ça n'a aucun sens. Ils ont donc leurs habits classiques, hein, de lin en général. Et par-dessus, ils portent un vêtement matelassé qu'on peut appeler pardon, une cotte gamboisée, hein, c'est-à-dire elle est matelassée. Elle est faite en général de crin de cheval ou de plusieurs couches de laine. Et donc le haubert de maille par-dessus. Ils portent en général une cervelière, donc un casque rond ou pointu, conique, avec un nasal au milieu ou sans nasal. Mais souvent les cavaliers portent le nasal. Et euh, en fait, un cavalier de cette époque-là combat en fait à cheval avec un très long bouclier euh, qui vient lui protéger en fait la partie, euh, la partie gauche du corps jusque environ au mollet, on va dire à peu près, lorsqu'il charge. Et les Normands en fait sont ceux qui vont développer la charge de cavalerie avec la lance en arrêt. Alors, la lance en arrêt, donc elle est tenue sous le bras, hein, la posture classique du chevalier, hein. Bon, bah, ça vient de là, bien campé sur les étriers. Bon, imaginez 700 types comme ça qui vous foncent sur la tronche. Euh, pour rester devant, faut être sacrément courageux quand même. Et donc, Bohémond quitte Antioche de nuit avec ses 700 cavaliers pour se porter en un point où d'un côté, en fait, il est protégé par l'Oronte et de l'autre côté par le relief. Et l'armée de Ridouane lui arrive dessus. Euh, je vous rappelle, hein, ils sont 12 000. Donc c'est pour vous dire également que ces gens, en fait, moi j'ai une admiration profonde pour eux, hein. Faut quand même être sacrément courageux. Donc en fait, profitant qu'il est protégé sur ses flancs,
Bohémond prend position et au bon moment lance la charge. Donc ces gens, en fait, ces 700 cavaliers, vont charger la première ligne des Turcs, vont leur rentrer dedans gentiment. Faut pas oublier que les Turcs en face, ce sont pas des unités lourdes. La guerre, en fait, à cette époque-là, chez eux, c'est une guerre principalement de mouvement. Ils sont connus pour leurs petits chevaux, comment dirais-je, unité de trait montée. Hein. Donc de trait, ça peut être avec des arcs ou avec des petits arcs, souvent des arcs courbes, hein, qui ont une très très bonne cadence de tir, ou en fait des javelines également. Pour ce qui est des combattants à pied, euh, en moyenne, c'est pas des gens avec. Enfin, ils sont pas bardés de fer, les Turcs. C'est plutôt des gens en tissu. Hein. Imaginez-vous. C'est pas compliqué, regardez. Vous allez vous fermer les yeux. Hein. Imaginez-vous devant une bande de CRS avec un panier en osier. Bon, ça, c'est votre bouclier. Et puis, une lance, un bout de bois. Et puis tout le reste, vous êtes en t-shirt. Voilà. Donc c'est ça que les croisés ont en face. Bon, cela dit, ils sont quand même 12 000. Hein. Ça peut piquer une lance. Hein. C'est quand même fait pour. Donc ils vont rentrer dans les premiers rangs des Turcs, vont faire pas mal de dégâts, mais ça suffit pas. Donc les croisés se replient, reprennent leur position initiale, en essayant en fait d'attirer les forces turques derrière eux. Et ça marche. Parce que Ridwan, il se dit, ah non, mais on est vachement plus nombreux, donc ils les suivent. Et là, surgissant en fait d'un repli de terrain, les cavaliers de Bohémond rentrent dans la ligne de bataille turque. Et là, les Turcs, ils se cassent. Et on peut les comprendre. Hein, moi, enfin, je sais pas. Imaginez-vous donc dans cette tenue très légère, avec 700 types énervés, bardés de fer, avec des lances, etc., qui vous foncent dessus, bah, vous cassez. Hein, voilà. Et les Turcs fuient. Pendant ce temps-là, il y a une flotte byzantine qui est arrivée à Saint-Siméon, hein, le port dont je vous parlais, hein, qui est un peu au sud d'Antioche, avec notamment des matériaux de construction. Hein, parce qu'on ne peut pas abattre tous les arbres du coin vu qu'il n'y en a pas. Et ça va permettre en fait aux croisés d'aller fortifier les portes, hein, comme vous pouvez le voir hein, sur la défense des portes. Et ça va un petit peu comment dirais-je, les soulager hein, d'un point de vue également des vivres, etc. En avril, non, c'est ça. En avril, Bohémond a établi des contacts avec à l'intérieur de la ville. En fait, d'après ce que nous disent les chroniqueurs, hein, vous n'avez pas oublié, hein, une partie de la ville, elle est arménienne chrétienne. Et donc, un capitaine des gardes qui garde une des portes d'Antioche, un certain Firouz, euh, il a pris, comment dirais-je, en gros, il a établi des contacts avec Bohémond et il serait d'accord pour laisser rentrer les croisés dans la ville. On ne sait pas trop en fait ce qui se passe. On ne sait pas trop si Bohémond lui a promis des richesses, on ne sait pas trop si Firouz détestait Yagissian, etc. En tout cas, il va le trahir. Et au moment en fait où Bohémond veut mettre son plan à exécution, coup de théâtre, un certain Kerboga, hein, qui est l'atabek de Mossoul, a réussi en fait à fédérer les troupes de Doruk et de Ridwan d'Alep, et il est en train de marcher avec 35 000 hommes pour libérer la ville d'Antioche du siège des croisés. Et les croisés sont quand même en très mauvaise posture. Faut pas oublier que pendant tout ce temps-là, ils crèvent la faim, ils sont obligés de tuer certaines de leurs montures, ce qui, pour un chevalier, n'est pas exactement
meilleur que enfin, comment dirais-je? La chose la plus évidente à faire, hein, c'est une perte de prestige, hein, mine de rien. Bah, il y a quand même tout un tas de choses, pas, qui ne vont pas en faveur, en fait, des croisés. C'est d'ailleurs, en fait, alors il y a ça je vais faire un petit aparté ici. Il va y avoir, en fait, une rumeur assez constante quant aux actes de cannibalisme des croisés. Il y a plusieurs, chroniqueurs qui vont rapporter ça. Hem, alors, certains pensent que ces actes ont pu avoir lieu après le siège d'Antioche. D'autres vous disent que c'est pendant. D'autres vous disent que non, c'est pas vraiment arrivé, et cetera. Il n'en demeure pas moins que pas mal de chroniqueurs relatent ces faits. Mais si vous étudiez un peu les chroniqueurs, vous allez vous apercevoir de 2 choses. Déjà, certains chroniqueurs, vous rapportent les faits de cannibalisme, comme je vous le disais, 50, 100 ans plus tard. Moi, j'ai un petit peu du mal à leur prêter, du crédit. Pour les chroniqueurs contemporains, heu, donc contemporains du siège, il y a en fait, bien sûr, des précautions à prendre. Parce qu'en fait, certains chroniqueurs sont, affiliés à certains seigneurs, donc bon, bah, vous avez notamment un des chroniqueurs qui dit que, comme le siège n'était pas hermétique, les Turcs pouvaient rentrer et sortir de la ville assez facilement au final. Et Bohémond se doutait que dans son camp, il y avait des espions. Donc il aurait fait bouillir des pièces de viande de cheval en réalité, en faisant croire que c'était des pièces de viande d'espions, pour faire peur aux espions, et les espions, nous dit-on, se seraient empressés de quitter euh, le camp des croisés. Bon, ça c'est une chose. On nous sort assez régulièrement quelque chose qui se serait passé le 28 novembre 1098 euh, dans une ville qui s'appelle Marat al-Nouman. Je prononce pas ça comme il faut, mais c'est pas très très grave. Euh, qui dirait que certains hommes de Raymond de Saint-Gilles se seraient livrés à des déprédations, etc., jusqu'à manger des gens, les faire rôtir, etc. En fait, je trouvais que c'était intéressant de faire cette petite aparté. Il y a tout un article qui est très intéressant d'ailleurs, qui rentre un peu plus en profondeur dans ce sujet. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'en fonction de qui écrit, bien sûr, on va vous dire que les croisés, c'était une... Enfin, vous vous rendez compte, ils étaient horribles jusqu'à aller manger des gens et des musulmans. Voilà. Moi, je sais pas, vous êtes catholique, moi je le suis. J'ai quand même lu pas mal de choses sur ces périodes-là, même sans, c'est-à-dire en fait, euh, sans idéaliser le comportement. Je pense qu'aller manger des gens, c'est pas exactement le truc euh, qu'on fait facilement. Je n'exclus pas le fait que ça ait pu arriver, mais il n'empêche que il y a des gens qui se sont emparés de ces faits pour, une fois de plus, minimiser, ce qu'est la croisade. On pourra revenir peut-être un peu plus tard sur ces trucs-là, mais bon, je pensais que je me semblait que l'aparté était assez intéressant, à faire puisque effectivement, hein, une chose est certaine, les croisés, devant Antioche, vont souffrir de la faim. Il va y avoir des désertions, notamment Étienne de Blois. Et ça va être un problème. Parce qu'Étienne de Blois déserte. Alors c'est un petit peu avant ce qui va arriver là juste après, avant la prise. Étienne de Blois déserte. Et là, il est en train de remonter au nord en direction de Constantinople. Et là, il croise. Oh, l'armée d'Alexis Comnène. Ah bah tiens, il s'est décidé à descendre, Pépère. Parce qu'en fait, ça aussi, il faut aussi le noter, c'est que dans l'armée des croisés, il y avait un des envoyés de Comnène, un noble. Je me rappelle plus de son nom, je l'avais pas noté ce truc-là. Parce que je voulais pas trop rentrer dans ces détails-là, mais enfin c'est intéressant. Euh, ce gars-là déserte aussi. D'accord.
Donc l'envoyé de Byzance déserte. Mais pendant ce temps-là, en fait, l'armée de Comnène, elle est en train de descendre pour plusieurs raisons. Déjà, honorer un accord, c'est-à-dire on apporte notre aide militaire aux croisés. Et puis, bon, certainement aussi parce qu'Alexis Comnène, il n'était pas dupe et il se disait qu'il avait plutôt intérêt à dépêcher une armée sur place, sinon il allait jamais revoir sa grosse cité, là. Mais entre-temps, en fait, il croise Étienne de Blois qui lui dit non, non, mais oublie, c'est plié, il y a une armée de 35 000 hommes qui est en train d'arriver, je me suis barré, et enfin, je vous la fais un petit peu de manière. Mais en gros, c'est un peu ça, quoi. Donc, ça sert à rien d'y aller, ils sont morts. Et qu'est-ce qu'il fait, Comnène? Bah, il fait demi-tour et il rentre chez lui. C'est ce qui va justifier plus tard que Bohémond garde Antioche. Vous allez voir. Donc je vous le disais, il y a une armée de 35 000 hommes qui est en train d'arriver sur Antioche. Donc le 2 juin, à la faveur de la nuit, alors ça c'est grandiose, c'est ce qu'on nous raconte, c'est presque un commando. À la faveur de la nuit, Bohémond et quelques-uns de ses hommes vont escalader les murs d'Antioche, infiltrer la cité, se porter en fait à la porte Saint-Georges. Ils vont tuer une partie des gardes, aidés en fait par Firouz, et ouvrir en fait ouvrir les portes. Et donc les croisés vont s'engouffrer dans la garnison, enfin dans la cité. Euh, les Turcs vont être très rapidement submergés. Il faut quand même vous imaginer que déjà les croisés en fait ce sont de redoutables guerriers, mais en plus ce qui reste de tous ceux qui sont pas morts à Dorilé, qui sont pas morts de faim et qui ont pas déserté, ils sont particulièrement déterminés quand même. Et voilà, ils rentrent dans la cité. Alors au passage, on nous dit que ils vont tuer des civils, euh, aussi bien musulmans que chrétiens, parce qu'en réalité, bon, ça aussi. Oui, vous comprenez la sauvagerie des croisés, etc. Bon, j'aimerais bien que tous ces gens qui chroniquent s'imaginent ce que pouvait être un assaut et un combat, et la furie en fait, et la folie qu'il peut y avoir là-dedans. Je pense pas que ce soit très très simple. Et puis, euh, ils ont pas tous des t-shirts avec marqué chrétien et musulman, quoi. Lui tu tapes pas. Ça marche pas comme ça. Ils sont tous habillés pareil, tous ces gens. Yagissian, le gouverneur, va se faire tuer. Et c'est son fils, en fait, qui va, avec une poignée de combattants, se replier sur la fameuse citadelle. D'accord. Quelques jours plus tard, les premières unités combattantes de Karboga vont, vont traverser l'Oronte, pardon, et se porter sur Antioche. En fait, cette armée aurait pu arriver plus tôt, mais elle a traîné un peu en chemin. Et surtout, en fait, il y a eu comment dirais-je, des hésitations, car Boga s'est dit, est-ce que ça serait pas plus mal, au passage, de mettre le siège devant Édesse pour déloger Baudouin. Hein, souvenez-vous, Baudouin, il a pris Édesse. Alors la prise d'Édesse par Baudouin, c'est aussi une histoire en soi. Hein. Euh, mais non. Édesse est aussi une cité formidable. Du coup, les Turcs perdent du temps, ils arrivent à Antioche, alors que les croisés, en fait, sont déjà rentrés dans Antioche, et les croisés d'assiégeants deviennent assiégés. Euh, c'est pas non plus c'est pas non plus la position la meilleure. Entre tous ces états de fait, je ne peux m'empêcher de vous parler d'un certain euh, Pierre euh, Bartholomé, qui un jour vient trouver les croisés en leur parlant de la Sainte Lance. Parce qu'en fait, il a eu des visions, et dans ces visions, il a vu la Sainte Lance qui était enterrée dans une chapelle. Les chefs de la croisade ne sont pas très dupes, mais bon.
On va creuser, on va rien trouver. Il est dit que Pierre, à ce moment-là, saute dans le trou pour récupérer la lance. Il la brandit fièrement. Et on va quand même se servir de la lance pour galvaniser tout le monde. Parce que là, en fait, il y a 35 000 hommes qui sont devant la cité. Les croisés sont à l'intérieur. Ils ont faim. Ils ont plus de chevaux quasiment. Ils sont pas bien. Et ils vont sortir. Pierre Bartholomé, en fait, c'est un des soldats de Raymond de Saint-Gilles au passage. Bien que tout le monde soit sceptique, enfin parmi les chefs, euh, comment s'appelle-t-il? Alors j'allais dire une bêtise. Adhémar de Monteil, l'évêque du Puy, hein, le chef spirituel de la croisade, va quand même valider la lance. Et je sais pas si vous imaginez, mais vous avez... alors j'ai plus les chiffres exacts, on n'a pas les chiffres exacts d'ailleurs. Mais vous avez cette poignée de combattants croisés qui vont sortir de la ville au niveau de la fameuse porte du pont. Là. Euh, Ah, j'avais pas vu Loomis. Ouais, je sais pas. Ils vont sortir à la porte du pont. Si vous regardez le Burg Raimund, ils vont sortir à pied, bouclier contre bouclier, et les Turcs vont essayer de les prendre à revers. Ça va pas marcher. Les Turcs vont leur foncer dessus. Ça va pas marcher. Et en fait, ils vont se faire, ils vont se faire repousser en fait. Les, les Turcs n'arrivent pas à, à rompre la formation des Francs. Et en plus de ça, on nous dit dans les chroniques que avant de se lancer à l'attaque, écoutez bien ça, hein, parce que ça, c'est pour démoraliser les Turcs, on est aux alentours du 28 juin, les croisés vont faire 3 jours de festin. Ils n'ont plus rien à bouffer. Mais c'est pas grave, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent bouffer, etc. Et ils sortent en procession avec la Sainte-Lance. Là, en termes contemporains, on a du chrétien déter. Faut pas les faire chier. Et les Turcs, ils vont avoir du mal et ils vont perdre. Ils vont perdre. Ils vont perdre, commandés par des gens. Alors, il y en a un dont j'ai pas évoqué non plus les faits, mais on pourra revenir dessus. C'est Robert de Flandre aussi, hein, qui va faire un sacré travail de défense. Et surtout Bohémond de Tarente, qui est vraiment l'architecte complet hein, de ce siège. Et en fait, Karbala fuit, son armée explose littéralement parce que tous les émirs là-dedans, ils peuvent pas se sentir. Euh, et en fait, les troupes de Bohémond vont faire un carnage là-dedans en poursuite, etc. Elle va finir par exploser l'armée turque. Voyant cela, en fait, la citadelle va finir par se rendre, parce que la citadelle ne s'était toujours pas rendue. Et heureusement que la citadelle s'est rendue, parce que vu euh, comment dirais-je, vu la place forte que c'était, ça aurait coûté très très cher aux croisés, voire ça aurait pas marché. Et donc, ainsi s'achève le siège d'Antioche, qui aura duré hein, euh, de 1000, ah, d'octobre 1097 à juillet 1098. Après, en fait, des turpitudes, la famine, la trahison, tout ce que vous voulez. Les croisés ont pris Antioche. Et ça ne se finit pas là, mais ce sera certainement l'occasion de faire une autre présentation, notamment sur les campagnes de Tancrède qui vont élargir la principauté d'Antioche, la rivalité entre Bohémond et Raymond de Saint-Gilles, comment en fait, une fois de plus, entre croisés, ils vont gentiment se taper sur le groin, mais c'est Bohémond qui deviendra
le prince d'Antioche. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre, mais euh, j'ai envie de vous proposer peut-être de faire ça de manière dynamique. Enfin, allez-y, hein, vous pouvez taper des questions si vous voulez. Laissez-moi 12 secondes, je vais faire un truc que vous pouvez pas faire à ma place, j'arrive.